Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Nouveau rassemblement des cheminots à Paris et en région le 3 mai. L'intersyndicale veut mettre la pression sur le gouvernement avant une rencontre décisive à Matignon le 7. Hier, Édouard Philippe n'excluait pas de demander un effort aux contribuables pour la reprise de la dette SNCF. Décryptage à suivre. Les premiers chiffres trimestriels du chômage marqués par une baisse du nombre d'inscrits à Pôle emploi. Petite révolution en matière de communication politique. Depuis le mois de décembre, l'exécutif a renoncé à publier et commenter des résultats mensuels. On en parle dans cette édition. Reporters sans frontières s'inquiète d'une haine du journalisme. L'ONG décrit une liberté de la presse en recul dans son classement en 2018. Un phénomène qui n'épargne pas l'Europe et qui menace les démocraties. Le détail dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Quentin Calmet en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, la suite du blocage des universités. Ce matin, le Premier ministre a reçu les présidents d'universités. Il a promis la fermeté chaque fois que l'organisation des examens sera perturbée. Édouard Philippe qui assure que les examens se dérouleront dans de bonnes conditions. Clément Perrault. Fermeté encore et toujours. Édouard Philippe réaffirme au président d'université sa volonté de rétablir l'ordre dans les facs et d'assurer la bonne tenue des examens. Chaque fois que des espaces universitaires seront confisqués par de petits groupes radicaux, chaque fois que l'organisation des examens sera ciblée, nous répondrons avec fermeté. Nous ferons le nécessaire pour que les examens puissent se tenir dans de bonnes conditions. Ce matin, les blocages ont été levés par les forces de l'ordre dans les universités de Metz et de Nancy. Une dizaine de sites universitaires restent néanmoins bloqués, notamment à Toulouse et à Rennes. Pour sortir de cette situation, le gouvernement ne ferme pas non plus la porte du dialogue. Nous continuons évidemment partout où c'est nécessaire à expliquer, à informer et c'est ce que font aussi les présidents d'université. Donc voilà, les examens auront lieu. Ça a effectivement été là encore confirmé par les présidents parce que c'est très important que cette année universitaire conserve toute sa valeur. Au-delà de ces blocages d'établissements, cet entretien à Matignon était un point d'étape sur la mise en place de la nouvelle loi d'orientation et de Parcoursup. Pour une première année, les présidents d'université considèrent que la réforme se met bien en place. Le système a marché, les étudiants ont fait leur choix, ils ont donc n'ont pas ordonné les choix cette année, mais on voit que le tout a fonctionné et que ça a permis d'informer les étudiants peut-être mieux que précédemment. C'est vrai que le calendrier est très serré et que ça nous met sous pression, ça, on ne peut pas dire le contraire. En même temps, on n'avait pas la possibilité de conserver le système APB qui existait avant, qui, en tout cas, moi je préside l'université parisienne où il y a beaucoup de demandes, c'était très compliqué. Reste la question des moyens pour les universités. Plusieurs présidents font part de leurs préoccupations. Édouard Philippe leur promet des fonds supplémentaires pour mieux développer certaines filières. Les détails de ces orientations budgétaires seront donnés fin juin au terme des concertations engagées par la ministre. Une nouvelle journée de mobilisation le 3 mai à Paris et en région, annonce des syndicats de cheminots. Ils veulent mettre la pression sur le gouvernement. Ils prévoient également une journée sans cheminots le 14 mai. Si leurs revendications ne sont pas entendues par le Premier ministre Édouard Philippe, ils doivent le rencontrer le 7 mai. Écoute à ce propos Didier Aubert, c'est le secrétaire général CFDT cheminots. Il répondait aux questions d'Oriane Loiseau et de Florie Cotenceau. La dette, c'est des chiffres, donc des mathématiques. Donc nous commenterons ces reprises de dette lorsque le chef de l'État aura annoncé des chiffres. Et pour l'instant, les seules mesures qu'il a annoncées, ce sont la transformation de la SNCF en SA, ça c'est réel, et la suppression du statut au 1er janvier 2020, ça c'est réel aussi. Le reste n'est que la littérature, et la littérature, c'est pas copain avec les chiffres. Et dans ce contexte, alors que l'État, vous venez de l'entendre, s'est engagé à reprendre progressivement à partir du 1er janvier 2020 la dette de la SNCF, Édouard Philippe en appelle aux contribuables. Ce matin, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a assuré qu'il n'y aura pas pour autant de nouveaux impôts. Sandra Cerquera. La prise en charge de la dette de la SNCF par l'État, un sujet épineux. Emmanuel Macron en avait fait la promesse et ses ministres se chargent de la tenir. Cette reprise annoncée à partir de 2020 se fera sans augmenter les impôts.
C'est ce qu'a affirmé le ministre des Comptes publics ce matin. Il n'y aura aucune augmentation d'impôts et aucun impôt nouveau. Parce que nous le ferons en diminuant les dépenses publiques. Bon, ça, personne n'y croit. Mais bien sûr que si. Une manière de lever le doute après les déclarations ambiguës d'Édouard Philippe hier, qui supposait que cette reprise demandera un effort supplémentaire des contribuables. La dette de la SNCF Réseau représente 46,6 milliards d'euros et elle ne cesse de s'alourdir. Pour ce journaliste économique, il est impensable d'imaginer absorber cette dette sans creuser le déficit public. Et ce serait alors l'objectif des 3% qui pourrait être remis en cause. C'est un engagement qui a été pris avec Bruxelles par la France, qui est de limiter les déficits à moins de 3%. Là, le gouvernement dit qu'il est à 2,6%. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on rajoute de la dette sans refranchir le seuil des 3%. Ça paraît donc très difficile, à moins qu'on fasse des économies par ailleurs et qu'on reprenne la dette progressivement sur plusieurs, peut-être un quinquennat ou deux quinquennats. Le flou demeure autour des conditions de cette reprise par l'État. Bercy travaille à des scénarios et à un calendrier qui seront présentés aux syndicats lors des réunions bilatérales à Matignon le 7 mai prochain. Et on retrouve Quentin Calmet pour une première réaction à cette question épineuse de la reprise de la dette SNCF. À vos côtés, la sénatrice socialiste de Paris, Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour Marie-Noëlle Lienemann, merci de répondre à nos questions. On a appris que le Premier ministre allait rencontrer en bilatéral tous les syndicats à Matignon le 7 mai. Comment est-ce que vous interprétez ce geste de la part du Premier ministre ? Écoutez, je suis toujours d'un naturel optimiste, donc je me dis que peut-être il va pouvoir entendre les arguments, car on a beaucoup de faux arguments de la part du gouvernement, voire même de mensonges, dans cette affaire SNCF. Et que du coup, il va essayer de prendre en compte leurs attentes. J'observe que tous les syndicats, ceux qu'on appelle traditionnellement réformistes ou les autres, contestent cette réforme. Et donc, il faut absolument que le gouvernement la remette complètement en chantier. Il y a un sujet crucial, c'est la reprise de la dette de la SNCF. À partir de 2020, une dette qui s'élève aujourd'hui à 46 milliards d'euros. Comment financer la reprise de cette dette? C'était d'ailleurs une des demandes des syndicats. Alors, d'abord, il faut rappeler que si cette dette avait été reprise, comme ça s'est passé en Allemagne il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, la dette de la SNCF serait très faible. Il y a toujours une dette parce qu'on investit dans l'avenir. Il y a presque 10 milliards d'euros, voire plus, qui sont des frais financiers qu'a dû payer la SNCF. Donc ça, déjà, l'État est responsable. Maintenant, comment la financer? Je rappelle que l'écotaxe devait servir à financer des infrastructures. Et si on avait fait cela tôt, les infrastructures n'auraient pas été de l'endettement. Donc je pense qu'il faut discuter au niveau de l'État. Alors j'ai entendu... Ça passe par un nouvel impôt ou là on parlait de l'écotaxe? De toute façon, vous, il faut un nouvel impôt? Je pense que de toute façon, il faut une écotaxe et il faut une fiscalité écologique qui soit bien ciblée pour qu'elle dissuade de l'usage du camion et des outils de pollution au profit du rail. Alors l'écotaxe, moi j'ai toujours souhaité qu'elle soit régionale pour qu'elle permette notamment aux régions de financer la modernisation des TER. Un mot sur la mobilisation des cheminots, elle est en baisse. On l'a vu hier avec une journée avec moins de 20% de salariés en grève. Comment est-ce que vous interprétez ce taux de grévistes? Il va y avoir des allers-retours. Vous avez bien vu que dans cette grève perlée, les gens n'ont pas toujours les moyens de s'arrêter. Est-ce la bonne solution, cette grève par épisode? Écoutez, en tout cas, je pense qu'elle est plus acceptable pour les salariés qu'une grève non-stop. Oui, mais les usagers s'organisent. De toute façon, une grève n'est jamais faite pour favoriser les usagers, ni même contre les usagers. Elle est faite pour montrer qu'il faut changer, créer un rapport de force. Bon, moi, je regarde avec beaucoup de distance les chiffres sur les allers-retours de mobilisation. Car indépendamment de la mobilisation, moi, j'appelle nos concitoyens à regarder en vérité ce dossier qui les concerne. Parce que si nous avons... rien ne prouve qu'une société anonyme est plus efficace qu'un établissement public. Au contraire, si ce n'est pour privatiser à terme. Rien ne prouve que, en remettant en cause le statut des cheminots, on va y gagner en efficacité pour l'entreprise. Donc, il faut que nos concitoyens comprennent qu'on est
en train d'accepter ce que Thatcher a fait avec les mineurs, c'est-à-dire faire plier un bastion syndical de résistance pour ensuite nous montrer qu'on n'a pas le choix pour accepter par exemple la réforme des retraites qui se profile à l'horizon. Voilà, encore un autre dossier sur lequel on pourra revenir, bien entendu. Et Marie-Noëlle Lienemann, merci d'avoir répondu à nos questions sur Public Sénat. Merci Quentin. C'est la fin d'une vieille tradition, la publication mensuelle de l'indicateur de Pôle emploi que le gouvernement ne souhaitait plus commenter. Désormais, les chiffres du chômage sont publiés par trimestre et pour le début de l'année 2018, ils sont marqués par une baisse. Samia Dechir. C'est a priori une bonne nouvelle. D'après les chiffres publiés aujourd'hui, le chômage recule. En France métropolitaine, 6,2 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, étaient inscrits en moyenne à Pôle emploi au premier trimestre 2018, soit 0,6% de moins qu'au dernier trimestre 2017 et 0,1% de plus qu'il y a un an. Mieux, le nombre de chômeurs en catégorie A, sans aucune activité, a reculé de 1,4% en un an. Mais une autre réalité se cache derrière ces chiffres, celle d'une précarisation croissante du marché du travail. Le nombre de chômeurs en activité réduite courte, dite catégorie B, a progressé de 5,7% en un an. Celui des chômeurs en activité réduite longue, dite catégorie C, a lui augmenté de plus de 9%. Des chiffres qui contrastent avec ceux des embauches à la hausse. Au premier trimestre 2018, près d'1 million de CDI ont été créés, soit une hausse de 0,8% sur un trimestre, alors que le nombre d'embauches en CDD de plus d'un mois a lui diminué de 0,5%. Et les projections pour l'année 2018 sont bonnes, avec plus de 2,3 millions de projets d'embauche en France. Je vous lisais en titre, la haine du journalisme menace les démocraties selon Reporters sans frontières. Dans son rapport annuel, l'ONG décrit une liberté de la presse qui s'est encore dégradée dans le monde l'an dernier. Adrien Develay. Les années se suivent et se ressemblent pour la liberté de la presse. Dans son rapport annuel, Reporters sans frontières constate sa dégradation en 2017. Située en 33e position du classement de l'ONG, la France ne fait pas exception. RSF relève ce qu'elle appelle un dénigrement systématique du travail des journalistes français par certains leaders politiques, notamment pendant la présidentielle de 2017. Moi, je pense que les responsables politiques qui, en France, jouent avec le feu en récusant la légitimité du journalisme, pas seulement en critiquant le journalisme, en récusant sa légitimité, en mettant en cause le principe même des enquêtes, ou d'enquêtes qui peuvent évidemment déplaire, portent une responsabilité extrêmement lourde. Regardons ce qui s'est passé dans des pays d'Europe de l'Est. Regardons ce qui s'est passé en Slovaquie, où pendant 10 ans, le Premier ministre a insulté les journalistes. À la fin, un journaliste a été assassiné parce qu'il enquêtait sur la mafia. Autre symptôme des médias français, leur appartenance massive à de grands groupes industriels qui détériorent, selon l'ONG, la qualité de l'information et orientent les lignes éditoriales. Quand on compare la France à d'autres pays européens, on voit que les conflits d'intérêts sont plus nombreux qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des interférences liées notamment à la propriété des médias, interférences sur l'éditorial. Je prends un seul exemple. On a appris il y a quelques jours le placement en garde à vue de Vincent Bolloré, notamment à propos de concessions portuaires au Togo. Les intérêts économiques de Vincent Bolloré au Togo ont une influence sur l'éditorial à Canal+. Les voisins européens de la France n'échappent pas non plus à cette dégradation de la liberté de la presse. Un événement a particulièrement marqué la presse européenne. Le meurtre en octobre dernier de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, assassinée pour son travail d'investigation sur un trafic de passeports. Même si l'Union européenne obtient globalement les meilleurs résultats du classement, toutes les démocraties sont désormais concernées. Bruxelles veut s'attaquer aux fake news, ces fausses informations et aux phénomènes de désinformation. Un code de bonne conduite que les plateformes en ligne et les réseaux sociaux devraient s'engager à respecter va bientôt être présenté. Stéphane Amalian. La plupart d'entre elles circulent sur nos réseaux sociaux. Les fake news, ce sont ces informations fausses, inexactes ou trompeuses, diffusées dans un but lucratif ou pour causer un préjudice. La définition vient d'un rapport commandé par la Commission européenne qui souhaite légiférer. Bruxelles devrait proposer la mise en place d'un code de bonne conduite pour que les plateformes en ligne s'engagent à prévenir la prolifération de fake news. Objectif, obtenir des résultats d'ici fin 2018. Le cas échéant, la Commission pourrait proposer d'imposer des règles. Parmi les mesures possibles, l'obligation pour les plateformes d'examiner minutieusement le placement des publicités, l'intensification des efforts pour fermer les faux comptes Facebook ou Twitter qui relaient les fake news,
ou encore prévenir l'utilisation non autorisée des données personnelles des utilisateurs. Une référence directe au scandale Cambridge Analytica qui implique Facebook. Certains États européens ont déjà pris des mesures, comme l'Allemagne, qui oblige les réseaux sociaux à supprimer sous 24 heures les contenus litigieux et haineux. Emmanuel Macron s'est lui aussi engagé à muscler l'arsenal juridique français après les interférences de sites internet russes pendant l'élection présidentielle française. Et on ouvre le premier débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Virginie Rosière. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne. Vous appartenez au groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Vous êtes par ailleurs conseillère régionale d'Occitanie. Merci à vous d'être sur ce plateau. J'accueille également Divina Fromeix. Bonjour. Vous êtes professeure à l'université Paris 2 Sorbonne Nouvelle en sciences de l'information et vous faites partie du comité d'experts sur les fake news qui a été mis en place justement par la Commission européenne en novembre 2017. Pierre Ouzoulias est également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes sénateur communiste des Hauts-de-Seine, vice-président de la Commission des affaires européennes. Première question pour vous, Divina Fromeix, puisqu'on voit bien les choses qui s'accélèrent un petit peu au niveau européen avec ce code de bonne conduite qui devait être bientôt soumis. C'est une bonne chose que l'Europe s'attaque à son tour à cette lutte contre les fake news ? Oui, je crois, parce que nous sommes dans un média qui est transfrontière. Et donc qui ne peut pas être géré, me semble-t-il, dans les limites d'un seul pays. Ouais. Et donc le fait que l'Union européenne, qui est le plus gros marché mondial pour ces médias sociaux et ces plateformes, agissent et donnent ce signal, ça peut avoir une valeur d'exemple et un modèle d'entraînement pour d'autres régions du monde qui sont aussi soumises à ce genre de problèmes, de désordre de l'information, comme nous les appelons. Virginie Rosière, c'était important, c'était attendu justement, ce code de bonne conduite qui va certainement être présenté aux plateformes et aux réseaux sociaux ? Oui, normalement c'est demain que la Commission européenne présentera sa communication sur le sujet. Je pense qu'on y retrouvera beaucoup des recommandations du groupe d'experts. C'est un pas important, mais qui est une manière d'aborder un sujet qui est plus vaste, qui est quelle est la responsabilité aujourd'hui des grandes plateformes numériques qui jouent quasiment le rôle de médias dominants dans le monde numérique, en position quasi monopolistique, avec des obligations de déontologie et des obligations de responsabilité qui sont bien en deçà de ce qu'on exige, nous, des médias classiques. Donc ça pose une vraie question de distorsion de l'information et de nature du rôle de ces plateformes. Donc ce code de bonne conduite, c'est un premier pas, mais je pense qu'il y a une réflexion plus globale à comment est-ce qu'on organise nos libertés publiques dans le monde numérique, en fait. Ouais. Pierre Ouzoulias, c'est vrai que parmi les recommandations du groupe d'experts, il y a le fait d'exiger de ces plateformes de la transparence en expliquant notamment comment fonctionnent les algorithmes qui sélectionnent les informations. Je sais que ce sujet vous tient également à cœur. C'est possible d'avoir une influence, des dispositions coercitives sur ces plateformes ? Oui, mais il faudrait d'abord que le gouvernement respecte ces consignes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les algorithmes fleurissent partout, notamment dans les relations entre les usagers et le service public, et la nécessité de transparence, elle est essentielle. Le président Macron et le député Villani ont pris des engagements fermes sur le sujet. Il faut maintenant qu'ils soient appliqués pratiquement et réellement, ce qui n'est pas le cas. On a bon espoir de forcer justement les réseaux sociaux et les plateformes à être plus transparents dans la mise en ligne de ces informations ? C'est un peu l'enjeu. Vous avez vu que normalement la préconisation va être une préconisation à 2 étages. Un premier étage qui est celui de la carotte. Discutons ensemble, mettons ensemble ces codes de bonne pratique qui n'existent pas ou qui sont très sporadiques, qui ne sont pas vraiment respectés et qui n'engagent à rien. Si ça ne marche pas, alors on pourra passer à plus de réglementation. Et je crois que historiquement, ça s'est passé comme ça à chaque fois qu'il a fallu apprivoiser un nouveau média. On passe par des signalétiques, des codes de bonne conduite et puis après du réglementaire quand c'est nécessaire. Je crois qu'en démocratie, on ne peut faire que comme ça. C'est a posteriori qu'on doit sanctionner, pas en amont, pas pour priver les gens de la liberté d'expression. Donc il vaut mieux, à mon avis, procéder comme on l'a fait. On a beaucoup hésité. Une des raisons pour lesquelles nous, les chercheurs, on a préconisé et on a accepté de signer le texte aussi, c'est que du côté de la recherche, l'impact négatif des fake news n'est pas prouvé.
et que donc pourquoi parce que en fait ça vient plutôt des usages qui sont mis en place depuis longtemps sur Internet, hein, et le fait qu'il y ait beaucoup de biais cognitifs qui entraînent les usagers à cliquer avant même de lire les mots, les textes, les titres, et donc des biais de confirmation qui sont déjà mis en place dans des groupes Facebook ou Twitter qui se suivent depuis longtemps, hein, donc des effets de chambre d'écho qui sont déjà là, avec une incitation certes à cliquer pour monétiser, hein, mais qui vient aussi de la question des usages. Donc c'est pour ça que dans nos recommandations, nous on a beaucoup mis en avant l'éducation, l'éducation des publics, parce que au final, c'est les meilleurs filtres et ça permet aux communautés aussi quand même d'exprimer du dissensus, d'exprimer du mécontentement, hein, et notamment en période d'élection. Hein, donc on était justement un petit peu, sur ce point, puisqu'en période électorale, ça ne peut pas influencer une campagne électorale, la diffusion de ces fausses informations. Virginie Rosière. C'est le risque. On a vu effectivement des situations, et on peut se poser la question sur certaines campagnes, mais je ne suis pas sûre que ce soit la fausse information qui soit... J'ai l'impression que c'est plus un symptôme qu'une cause. Comme ça a été dit, en fait c'est le symptôme de communautés fermées, d'imperméabilité de ces communautés à une information exogène qui vient contredire justement ce qui est régulièrement brassé. Donc c'est plus une question, comme je le disais tout à l'heure, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on organise l'agora publique, le lieu du débat, dans le monde numérique pour sortir de ces bulles fermées et aussi pour ceux qui sont entretenus en fait par les plateformes, parce qu'on peut déplorer tous collectivement, les plateformes y compris, l'émergence de fausses nouvelles. Mais en fait, si elles émergent et si elles prennent de l'ampleur, c'est parce qu'on a quand même des algorithmes qui vont avoir des objectifs, de maximisation d'audience et donc de renforcement dans des convictions et des certitudes déjà acquises. Et peut-être que, justement, pour moi, la question est vraiment sur la responsabilité de ces plateformes, plus que sur le fait de combattre tel ou tel symptôme. Attaquons-nous plutôt aux causes qui font que ce qui marche le mieux, ce qui crée l'audience la plus forte et donc la collecte d'informations la plus pertinente, la monétisation la plus forte, ça va être les nouvelles les plus grossières, les plus outrancières, et c'est celles qui vont être le plus propagées. Alors on sait que la France va légiférer en matière de fake news. Emmanuel Macron s'était estimé lui-même visé par des fake news pendant la campagne. Je vous propose de réécouter le chef de l'État. Nous vivons l'irruption dans le champ médiatique des fausses nouvelles, les fake news, comme on le dit dans le monde anglo-saxon. J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre public l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. Alors on continue ce débat alors qu'on accueille Jean Bizet, bonjour, d'être le président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat, sénateur LR de la Manche. On voit que la France va se doter d'une législation pour lutter contre les fausses informations. Quand la Commission européenne, ça va passer par de simples recommandations. Est-ce qu'il ne faut pas être plus offensif de la part justement de Bruxelles pour lutter contre ces fake news ? Je souhaiterais qu'on aille plus loin, c'est exact, mais c'est un premier pas dans un domaine qui n'est pas facile. Et puis, si dans un premier temps, ça ne concerne que les problématiques électorales, moi je suis beaucoup plus marqué par cette désinformation qu'il y a dans le domaine scientifique. On voit les dégâts, hein, je pèse et sous-pèse mes mots, les dégâts que peuvent considérer un certain nombre d'informations. Par exemple, dans le domaine de la vaccination, si vous voulez, où là, il faut quand même encadrer un certain nombre d'informations qui sont loin d'être, je dirais, la vérité. Mais ce n'est pas facile parce qu'on est à la limite d'un certain nombre, de réflexions là-dessus. Mais pour moi, je souhaiterais que nous allions plus loin. Mais il faut légiférer avec véritablement, dans ce domaine-là, vraiment une main tremblante. Pierre Ouzoulias, c'est vrai qu'il y a la position française avec cette proposition de loi qui sera bientôt soumise à l'approbation du Parlement. On sait que l'Allemagne aussi a décidé de frapper au portefeuille. Il faut aller plus loin, être plus strict, plus sévère vis-à-vis de ces plateformes et des réseaux sociaux. Moi, ce que je constate, c'est que le gouvernement a fait machine arrière.
Le Sénat a voté la semaine dernière une loi sur le secret des affaires qui restreint la capacité des donneurs d'alerte à justement s'opposer à des campagnes de désinformation. Ce que disait le président Bizet à propos des informations d'ordre scientifique est vrai. Le problème, c'est qu'on rentre aujourd'hui dans l'ère de la fabrication du faux. Et je vous rappelle le Dieselgate, etc. Il y a des campagnes de désinformation qui sont organisées, cohérentes, avec d'énormes moyens. Et il faut pouvoir y résister. Et le donneur d'alerte, c'est quelque chose d'essentiel. C'est une sentinelle de la démocratie qu'on devrait mieux protéger. Et je regrette à ce titre que la loi sur le secret des affaires ait fragilisé leur position. On a besoin de contre-pouvoir, et notamment du contre-pouvoir des médias. Qui est indispensable, je le dis avec grand plaisir sur votre plateau. On doit conforter aujourd'hui les libertés de la presse, où qu'elles soient, et notamment en Europe et dans l'Est de l'Europe, où elles sont on va y venir avec danger. Effectivement le rapport de Reporters sans frontières. Je reviens aux propositions de la Commission européenne. C'est vrai qu'on parlait de l'éducation aux médias, de ce code de bonne conduite. Ça paraît un petit peu insuffisant, peut-être, justement, pour lutter efficacement contre ces fake news. Alors c'est vrai qu'on a eu des tensions et des débats. Nous voulions, certains d'entre nous, une enquête justement économique sur le modèle économique des fake news. On n'est pas allé jusque-là. À cause de la menace que les plateformes partent de la table des négociations, et nous voulions qu'elles continuent à en faire partie, parce que nous essayons de mettre en place une dimension de gouvernance multi-acteurs où il faut que tout le monde soit là, y compris les plateformes. Elles sont une partie du problème, il faut qu'elles soient une partie des solutions. Nous voulions aussi que les médias restent, mais c'est vrai que nous avons aussi dénoncé les asymétries en ce moment des modèles économiques et des obligations des médias de masse par rapport aux médias sociaux. Je crois, moi, j'aimerais bien personnellement qu'on aille plus vers la preuve que les médias sociaux sont des médias, ce qui n'est pas encore accepté vraiment. Et donc un changement de statut juridique. Mais il va falloir être courageux, et ça, je pense que on en est qu'à une première étape pour aller vers une régulation transmédia, parce que tous les médias en fait sont concernés, même les médias de masse. Il faut revoir leur statut si on veut le protéger. Donc il y a vraiment sans doute des choses encore à améliorer, mais ça dépasse à mon avis juste le cadre de la fake news. On est dans la consommation, la protection des consommateurs, on est dans la directive e-commerce, on n'est plus dans la DG Connect, on est dans la DG Compétition. Donc il y avait aussi des contraintes que nous avions qui étaient des contraintes de territoire dans les différentes divisions de l'Union européenne. Et ce qu'on espère, c'est qu'elles vont toutes se mettre en marche. Elles sont en train de se mettre en marche les unes et les autres pour aller vers davantage de régulation, mais une régulation qui fait attention aux libertés fondamentales, qui restent quand même, on le disait sur les journalistes, qui restent essentielles et lanceurs d'alerte, c'est-à-dire qu'il faut avant tout que eux puissent s'exprimer. Le reste peut se réparer. Les surfaces de réparation existent, l'éducation en étant une. Alors Jean Bizet, ensuite Virginie Rozière. C'est vrai qu'il serait souhaitable d'aller plus loin et plus vite. Ceci étant, il faut appréhender ça au travers du temps long qu'est le temps européen. Et on peut reléguer ça à d'autres informations ou à d'autres actions, telles que le règlement général de la propriété des données qui est aujourd'hui d'application directe. Bon. Il nous aura fallu, quand on remonte à la loi de 78, beaucoup de temps pour intégrer ça, je dirais, dans la législation européenne. Parce qu'on est maintenant dans l'immédiateté de l'information, j'oserais dire, une fake news aujourd'hui chasse l'autre de demain, ça va extrêmement vite. Mais je crois qu'on ne peut pas non plus laisser un certain nombre de médias. Il y a des médias sérieux, vous faites partie, madame. Et puis il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Et je crois qu'au fil du temps, on va essayer de... Je pense que la loi, les textes, et au-delà des réglementations, vont faire le tri de tout cela. Virginie Rozière. Oui, je voulais aller dans ce sens. Alors, je vais me répéter un petit peu, mais on a quand même une question de statut de ces plateformes et qui sont aujourd'hui en concurrence directe avec des médias qui ont des obligations de responsabilité, de déontologie et à laquelle ces plateformes ne sont pas soumises. Plutôt que moi je trouve que c'est assez dangereux d'installer un système, comme il en était question on verra ce qu'il y a dans les débats, mais dans la loi française de censure, puisqu'il s'agit d'ordonner la mise
mise hors ligne de contenus censément faux. Mais ça pose des questions assez vertigineuses en fait, parce que la question est de qui établit la nature. En période électorale, on voit bien la nécessité de mettre hors ligne très rapidement, mais à l'inverse, si vous avez des éléments réels qui sont censurés, qui sont coupés. Moi, j'ai eu des amis pendant la campagne législative qui ont eu des dénonciations, des signalements malveillants de leur page Facebook et qui ont été empêchés de faire campagne, justement par des faux signalements. Donc, on voit bien que c'est une arme à double tranchant qui peut entraîner créer des problèmes qui seront encore plus lourds à gérer, encore plus problématiques que la situation aujourd'hui des fake news, qui, à mon sens, encore une fois, est un symptôme. Et je pense qu'il ne faut pas exclure le volet réglementaire et le volet réglementaire européen. Comme l'a dit M. Bizet, le règlement général de protection des données personnelles entre en vigueur dans un mois, le 25 mai. Et si vous êtes utilisateur de Facebook ou de Twitter ou de plusieurs réseaux sociaux, vous avez vu une mise à jour des conditions générales et dans certains cas une communication pour vous dire que vos données personnelles seront mieux gérées. Donc on voit qu'on peut construire des avancées dans le sens de la protection de l'intérêt général, de la protection des utilisateurs, y compris par le biais de la régulation qu'il ne faut pas exclure. Ouais, justement, Pierre Ouzoulias, puisque Virginie Rosière parle de ce règlement général sur la protection des données personnelles, il va entrer en vigueur le 25 mai. Ça a été compliqué, nous rappelait Jean Bizet. Est-ce que si on peut faire un parallèle avec ce qui va se passer pour la lutte contre ces fausses informations en ligne, là aussi ça va prendre autant de temps pour mettre en place une véritable législation Je le crains. Il y a énormément de travail, mais moi je voudrais insister sur un point que vous avez soulevé, madame, et qui est absolument fondamental, qui est celui de l'éducation et de la formation de l'esprit critique. Je pense qu'on n'arrivera jamais à maîtriser la propagande et la désinformation par la répression. C'est historiquement connu. En revanche, on a besoin que les citoyens et les citoyennes aient un esprit critique pour démêler le faux du vrai. Et pour ça, il faut une information pluraliste et la capacité intellectuelle de confronter les différentes sources. Donc il y a un travail essentiel à faire dans nos écoles, dans les lycées et à l'université pour former les citoyens à cet esprit critique. Et ça, c'est vrai que dans le rapport, nous le disons, parce que nous alertons au fait que l'éducation aux médias n'est pas bien faite, n'est pas profondément faite et n'est pas faite de manière juste et sociale. Elle arrive dans certains endroits, pas d'autres, etc. Donc on a même demandé à ce qu'elle soit inscrite dans les compétences PISA, c'est-à-dire qu'elle soit effectivement évaluée plutôt que d'être une variable d'ajustement dans les cours des enseignants en ce moment. Elle n'est pas du tout, pratiquement pas pratiquée dans les ESP, donc dans les endroits où on forme les enseignants à venir. Et donc là, il y a un vrai problème, un abandon presque de la République par rapport à ces questions importantes, parce que les fake news ne sont qu'un des éléments des désordres de l'information. Il va y en avoir d'autres. Il y a la radicalisation, il y a toute une sorte comme ça de constellation de désordres que j'appelle les risques médiatiques qu'il faut aussi prendre en même temps que les opportunités médiatiques. Et je crois que l'éducation média, elle donne cet équilibre entre les risques, les menaces, les menaces à l'intégrité des élections, les menaces à l'intégrité de l'information, mais aussi les opportunités d'expression, de liberté d'expression que sont les médias sociaux. Et donc c'est cet équilibre-là que l'école doit donner pour créer des citoyens ensuite qui soient... Éducation aux médias, pluralisme de l'information. On a ce débat le jour où Reporters sans frontières publie son rapport annuel. Selon l'ONG, bien la haine du journalisme menace les démocraties. Je vous propose d'écouter Andrew Caruana Galizia. C'est le fils de Daphne Caruana Galizia, la journaliste assassinée à Malte. Écoutez, il répondait aux questions d'Adrien Develay. En fait, la France est vue comme le pays d'origine de la liberté de la presse. La plupart du soutien qu'on a reçu comme une famille, aussi comme un pays, ça est venu de la France. Ça veut dire que les Français, les organisations françaises et même les médias français connaissent très bien l'urgence de la situation de ces pays européens comme Malte. Et ça me donne l'espoir parce qu'en France, au moins, ce n'est pas nécessaire d'expliquer qu'il y a vraiment un danger pour nos libertés en Europe. Les gens le comprennent déjà. Divina Fromex, ça vous fait réagir? Oui, tout à fait, un très beau message. On est reconnaissant. C'est vrai que les journalistes sont des héros, c'est les héros de la curiosité. Et RSF, justement, vient de sortir aussi leurs normes ISO, cette proposition qu'ils font d'une évaluation et d'une certification des médias, on va dire, où il y a des informations avérées. Et je pense que c'est aussi un signal de co-régulation et d'autorégulation de la profession. Donc pour moi, c'est très important aussi.
il me semble, et puis il y a des journalistes qui interviennent dans les écoles, mais il faudrait que ça soit de manière ponctuelle. Là, il y a un petit message, une petite dérive là, dans laquelle on risque de tomber en ce moment, avec beaucoup de journalistes qui interviennent dans les classes, alors que leur compétence première, c'est pas tant l'éducation que de leur côté la vérification des données. Et ce qu'on voit monter, c'est tout un nouveau métier, qui est celui des fact-checkers, des vérificateurs de l'info. Et là aussi, je trouve que c'est des bons signaux qui montrent qu'il y a une résilience de notre société civile et de nos professionnels. Et pour moi, ça, c'est une preuve de très bonne santé. Donc, je voudrais voir des signes, moi, d'accompagnement de ces différents groupes. En ce moment, ils sont surtout financés par les GAFAM, qui sont à la fois juges et parties. Donc leur indépendance n'est pas réelle. Et je crois qu'il y a une très grande vigilance là aussi à avoir par rapport à ces solutions. Jean Bizet, cette haine du journalisme, c'est un phénomène qui n'épargne pas l'Europe. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, moi ce message était extrêmement fort. Ça fait plaisir de voir que la France est encore aux avant-gardes, je dirais, parce qu'elle a de l'éthique. Elle a été devancée par un certain nombre de pays en matière technologique. Mais en la matière, elle a beaucoup d'éthique. Mais c'est vrai, pour reprendre les propos tout à l'heure de mon collègue Ouzoulias, il va falloir apprendre à la jeunesse à consommer et à mieux consommer, parce qu'il y a un tel, je dirais, amalgame d'informations qu'il va falloir les apprendre à réfléchir davantage par eux-mêmes. Et j'ai évoqué tout à l'heure, parce que je suis plus proche de ces milieux, à savoir l'aspect scientifique. Moi, ça fait des années que j'interpelle le commissaire Andriukaitis sur le sujet. Quand on voit que l'Europe s'est dotée de différentes agences au niveau national, et puis d'une autorité européenne qui coiffe l'ensemble, et quand il y a discordance dans l'information, comment voulez-vous, là aussi, bien faire comprendre à nos concitoyens comment évoluer en la matière. Donc, il y a des règles plutôt assez simples, si vous voulez. Bon, il y a des revues à comité de lecture, il y a des académies, il y a des agences, et toute information qui déborde, je dirais, de ces règles édictées, ou de ces informations édictées par les structures que je viens de nommer, devrait être regardée avec beaucoup plus d'attention. Ce sera un peu plus facile, à mon avis, dans ce domaine-là. Si on revient au débat et au rapport de RSF, Virginie Rozière, c'est vrai que Reporters sans frontières s'alarme de la multiplication des violences verbales contre la presse en Europe. Mais pas que, on a une dégradation de la situation de la presse dans le monde, et en Europe particulièrement, ce qui est très inquiétant pour une zone comme celle de l'Europe. Et enfin, moi, je m'inscrirais un tout petit peu en décalage par rapport à M. Bizet, parce que pour rejoindre M. Ouzoulias, on a un discours aujourd'hui qui est de plus en plus, effectivement, un discours institutionnel de ce qui est présenté comme la réalité des choses, c'est souvent vrai, mais il n'est pas illégitime de le questionner. Et on voit aussi que ce discours est quand même de plus en plus verrouillé à des fins qui sont à la frontière entre la communication et l'information. Et on a vu régulièrement, on a vu émerger des discours qui sont en dissonance, qui sont... Par exemple, que ce soit en matière de santé publique, je pense au scandale du Mediator, que ce soit en matière d'impact sur la santé des perturbateurs endocriniens, du glyphosate, on a des vraies controverses avec une vérité qui est présentée comme une vérité scientifique institutionnelle, mais on voit bien qu'il y a quand même des soupçons légitimes dans un certain nombre de cas. Les interrogations sur le sont légitimes. Oui, mais donc du coup, c'est facile de disqualifier une position dissonante au regard qu'elle diffère de la vérité institutionnelle et de la taxer de fake news. Et on a besoin de personnes qui portent ce discours dissonant à partir du moment où ils ont des éléments tangibles à l'appui de ce qu'ils avancent. Et les journalistes jouent un rôle essentiel, particulièrement les journalistes d'investigation, dans le fait de rendre visible cet autre discours et après justement de permettre la confrontation de ces discours et l'élaboration d'une vérité qui justement vient de la controverse. Et les journalistes, le rôle des journalistes là est particulièrement important, des journalistes et de leurs sources. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce que disait M. Ouzoulias. La protection des lanceurs d'alerte, elle est fondamentale parce que ce sont les sources des journalistes d'investigation. C'est quelque chose qu'on pousse au Parlement européen et autant on aura demain une publication sur la lutte contre les fake news. Avant-hier, la Commission européenne a présenté un projet de directive sur la protection des lanceurs d'alerte, donc une législation ferme en cette matière. C'était une demande du Parlement européen et de notre groupe. Et donc là aussi, je pense que c'est quelque chose qui sera versé à l'appui d'une information de qualité et de sécurité. On arrive bientôt au terme de ce débat, justement sur ces chiffres de RSF, votre réaction ? Ils sont terribles. Ils sont terribles et on se dit qu'il serait peut-être bien que la future campagne européenne pour les élections à venir dans un an
elle porte sur ces sujets-là aussi. Ce qui est en question, c'est la construction européenne sur les bases que nous avions souhaitées, c'est-à-dire celle des droits de l'homme, du respect des libertés individuelles. Donc là, il y a un débat collectif à avoir. Est-ce que des États membres peuvent s'éloigner autant qu'ils le font aujourd'hui de ces règles de droit? Je ne le pense pas. Ça remet en question notre modèle européen. C'est un vrai débat. Bien, merci Pierre Ouzoulias, merci à vous Jean Bizet, merci Virginie Rosière, merci Divina Fromeigs. L'autre temps fort de l'actualité aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui va s'exprimer devant le Congrès aux États-Unis. Il va pouvoir exposer sans Donald Trump sa propre vision du monde. Après des pourparlers compliqués, notamment sur le dossier du nucléaire iranien. C'est un discours solennel que le président français va prononcer en anglais devant les 100 sénateurs et les 435 représentants des États-Unis. C'est un honneur qui avait déjà été accordé à plusieurs présidents français. Le dernier en date était Nicolas Sarkozy en 2017. On retrouve Quentin Calmet, toujours depuis la salle des conférences du Sénat, avec Hervé Marseille, président du groupe centriste du Sénat, pour une réaction à cette visite aux États-Unis d'Emmanuel Macron. Oui, Hervé Marseille, président du groupe Union centriste ici au Sénat. Alors, Emmanuel Macron a annoncé avec Donald Trump qu'ils réfléchissaient ensemble à un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Comment est-ce que vous interprétez cette déclaration faite hier ? Écoutez, cette région est compliquée entre ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Irak, un peu plus loin au Yémen, et ça fait des années que ça dure. Il faut rechercher de la stabilité. Il y a eu un accord qui a été passé avec les Iraniens. Il faut éviter la prolifération, il faut éviter d'intensifier les conflits qui existent, et donc Emmanuel Macron est dans son rôle. Évidemment, quand il recherche un accord et une stabilité dans ce domaine. Selon vous, cette annonce, elle fait comme ça, ça va rassurer nos partenaires iraniens. Ça ne va pas attiser les problèmes? Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut qu'il y ait des Européens qui parlent avec les États-Unis. Le président français, à ma connaissance, c'est un des rares qui puisse parler avec le président Trump. C'est quand même la principale puissance mondiale. On voit les difficultés avec les Russes en Syrie. Donc, il est extrêmement important qu'en Europe, il y ait quelqu'un qui puisse parler, je ne vais pas dire d'égal à égal, mais en tous les cas, utilement, avec le président des États-Unis. Il se trouve que c'est le président français et c'est une bonne chose. Et il est dommage que l'Europe ne parle pas davantage d'une seule voix. Tout à fait. Et puis alors, l'Allemagne est parmi les signataires du précédent accord sur le nucléaire iranien en 2015. Est-ce qu'il n'y a pas là un souci que la France parle avec Washington sans être avec Angela Merkel? Écoutez, on a un vrai souci européen, et ça sera l'enjeu des élections l'an prochain. Nous sommes intervenus en Syrie, mais avec les Américains et les Anglais. Et nos amis et alliés européens, aucun d'entre eux ne s'est manifesté, même symboliquement. Et encore moins l'Allemagne. C'est avec regret que je le dis, parce que je pense que c'est de la responsabilité et du rôle de l'Europe, j'allais dire, d'agir de façon un peu plus unie dans des domaines notamment militaires. La visite d'État d'Emmanuel Macron touche à sa fin aux États-Unis. Qu'est-ce que vous retenez de ces 3 jours? Est-ce qu'il y a un grand changement dans notre doctrine diplomatique selon vous? Non, je crois que Emmanuel Macron a redonné une certaine densité à l'action du président français, ce qu'on avait perdu ces dernières années. Son séjour là-bas. Bien sûr. Je pense que malheureusement ces dernières années, la France avait perdu en influence, et à travers le président Macron, on a quelqu'un qui redonne à ce rôle la densité qu'il mérite. Et encore une fois, je me réjouis que la France, bien sûr, mais à travers la France, l'Europe puisse parler avec les États-Unis. Je crois que c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de sujets, le commerce international, le problème des GAFSA, les problèmes internationaux qu'on vient d'évoquer concernant le Moyen-Orient. Et il est indispensable qu'il y ait un dialogue, et je suis heureux que ce soit la France qui soit en tête de ce dialogue. Eh bien, merci beaucoup. Merci Hervé Marseille pour cette déclaration au micro de Public Sénat. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Quentin. Alors que l'État s'est engagé à reprendre progressivement à partir du 1er janvier 2020 la dette de la SNCF, Édouard Philippe a annoncé hier que cela supposait un effort des contribuables. Ce matin, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a assuré qu'il n'y aurait pas pour autant de nouvel impôt. Sandra Cerquera. La prise en charge de la dette de la SNCF par l'État, un sujet épineux.
Emmanuel Macron en avait fait la promesse et ses ministres se chargent de la tenir. Cette reprise annoncée à partir de 2020 se fera sans augmenter les impôts. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Comptes publics ce matin. Il n'y aura aucune augmentation d'impôts et aucun impôt nouveau. Parce que nous le ferons en diminuant les dépenses publiques. Oh, ça, personne n'y croit. Mais bien sûr que si. Une manière de lever le doute après les déclarations ambiguës d'Édouard Philippe hier, qui supposait que cette reprise demandera un effort supplémentaire des contribuables. La dette de la SNCF Réseau représente 46,6 milliards d'euros et elle ne cesse de s'alourdir. Pour ce journaliste économique, il est impensable d'imaginer absorber cette dette sans creuser le déficit public. Et ce serait alors l'objectif des 3% qui pourrait être remis en cause. C'est un engagement qui a été pris avec Bruxelles par la France, qui est de limiter les déficits à moins de 3%. Là, le gouvernement dit qu'il est à 2,6%. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on rajoute de la dette sans refranchir le seuil des 3%. Ça paraît donc très difficile, à moins qu'on fasse des économies par ailleurs et qu'on reprenne la dette progressivement sur plusieurs, peut-être un quinquennat ou deux quinquennats. Le flou demeure autour des conditions de cette reprise par l'État. Bercy travaille à des scénarios et à un calendrier qui seront présentés aux syndicats lors des réunions bilatérales à Matignon le 7 mai prochain. Stéphanie Arabe, économiste administratrice à l'UNSA Ferroviaire, est notre invitée. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Fanny Arabe, merci d'avoir accepté notre invitation. On a entendu ces déclarations d'Édouard Philippe hier qui estime bien que la reprise progressive de la dette par l'État suppose, je cite, un effort supplémentaire des contribuables. Est-ce que c'est aux Français, aux usagers de supporter cette dette ? Alors il faut savoir que la dette de réseau est déjà en fait une dette publique. Là, ce qu'il s'agit, c'est une dette publique puisqu'il s'agit d'investissements publics. Elle est composée essentiellement liée aux investissements et à certains déficits d'exploitation cumulés. Il faut savoir que déjà aujourd'hui, il y a 10 milliards qui sont déjà comptabilisés sur le territoire national comme étant une dette requalifiée de dette publique. Donc là, il s'agit en fait de passer d'une dette publique mais un peu cachée au niveau des comptes à effectivement à requalifier ouvertement cette dette-là comme étant une dette publique. Ce qui a effectivement comme impact de perturber un peu le déficit public. Mais il faut savoir que là, aujourd'hui, on est dans une situation totalement artificielle où pour ce qui est reconnu de tous comme étant une dette publique est un petit peu camouflé au sein d'un EPIC, ce qui maintenant ne va plus être possible du fait du passage de l'EPIC, donc l'établissement public industriel et commercial, en une société anonyme. Puisque par son statut, pour une société anonyme, il faut un certain équilibre entre l'actif, la valeur, donc ici la valeur du réseau, et le passif, donc la dette. Et là, effectivement, on est largement excédentaire à ce qui est permis, ainsi que d'avoir des fonds propres à peu près équilibrés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudrait donc. Mais est-ce que vous trouvez ça normal que les contribuables soient mis à contribution, justement, qu'on leur demande de faire un effort ? Mais ils sont déjà mis à contribution, sauf que ce n'est pas la même poche. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont mis à contribution de quelle manière ? Ils sont mis à contribution via le budget général et ensuite via les subventions qui sont versées par l'État à SNCF Réseau pour pouvoir justement être à peu près, avoir équilibré à peu près nos comptes et donc alimente indirectement cette dette, notamment les frais financiers. Donc il y a déjà aujourd'hui, via le financement de SNCF Réseau, excusez-moi, indirectement un fléchage du financement. Donc là, il s'agit juste en fait d'un transfert effectivement de cette dette et d'un transfert du mode de financement de cette dette, mais qui perturbe essentiellement effectivement le montant du déficit public. Alors le gouvernement va-t-il devoir créer un nouvel impôt ? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Écoutez, je ne vois pas pourquoi ça provoquerait un nouvel impôt, ou alors il aurait déjà dû le faire depuis de nombreuses années parce que la dette n'est pas nouvelle. Donc on peut réfléchir peut-être plus globalement, et ça serait intéressant qu'il y ait une réflexion au sein de cette réforme sur le mode de financement du réseau et de l'équilibre général du service public, ou de ferroviaire du moins. Mais pourquoi avoir spécifiquement une taxe liée à cette... Donc à cette dette, non, je pense que le problématique de l'État, c'est effectivement, aujourd'hui, il n'y a rien dans le pacte de stabilité de prévu comme reprise de dette, donc c'est là la difficulté du gouvernement aujourd'hui. Par contre, il a très bien su requalifier le PPP, le contrat de concessionnaire en participation publique-privée de Vinci, avec le groupement autour de Vinci, qui a donc fait un contrat avec un emprunt qui a été garanti donc, par ex-RFF, maintenant Réseau, et dans la mesure où l'ensemble du financement de ce projet
et via des financements publics ou via une garantie publique, l'ensemble a déjà par contre été requalifié d'État. Donc c'est à peu près 4 milliards. Donc c'est ce qui a été faisable pour Vinci, doit pouvoir être également réalisable pour le reste du réseau. Avec le risque, c'est évoqué, que cette reprise de la dette par l'État compromette les objectifs du gouvernement de respect des 3% de déficit. Alors en effet, ça percute ces règles du déficit, c'est pour ça que ce n'est pas inscrit aujourd'hui dans le pacte de stabilité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de réflexions et c'est là où on voit que cette réforme a été un peu précipitée, où l'idée a un peu précédé l'économie, ce qui est étonnant vu le public que l'on a aujourd'hui au gouvernement. Mais il y a peut-être manqué un peu de réflexion sur les études d'impact et de se dire que si les gouvernements précédents ont un peu buté sur cette question, ce n'était pas juste par manque de volonté, mais il y a effectivement une vraie question de trajectoire financière, d'intégration par rapport au déficit public. Alors il y a des solutions, les syndicats ont apporté certaines réponses, comme une caisse d'amortissement. On va y venir si vous voulez bien, Fanny Rave, mais je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant sur cette dette, puisqu'elle était de 46,6 milliards d'euros fin 2017. Quelle est son origine historique? Comment on en est arrivé là? Alors, l'origine de la dette, il y a dès la 82-83, les premières lignes à grande vitesse, l'État a décidé que c'était donc la SNCF qui, sur fonds propres, construisait ces lignes à grande vitesse. Donc effectivement, c'était sur ces fonds propres, c'était un investissement lié à la nation, donc il y a eu une création de dette assez importante à ce moment-là, qui s'est amplifiée. La création de RFF, donc en 94... 97, l'écriture était commencée en 94, mais c'était créé en 97, a eu pour but de transférer cette dette qui était devenue un peu ingérable de la SNCF à RFF, Réseau Ferré de France. Donc on avait déjà à peu près un peu plus de 20 milliards de dettes à ce moment-là. Et les autres lignes à grande vitesse qui ont été construites, qui ont parfois été un petit peu surestimées en termes de trafic et plus encore en termes de recettes futures, donc qui sont... un amortissement un peu délicat, on va dire. Donc certaines, on le sait, qu'elles ne sont pas rentables, donc on a un déficit accumulé. D'autres en cours de construction plus récente, on a de bonnes raisons de penser que les recettes attendues ne sont pas celles véritablement réalisées, et ce, dès cette année, plus qu'un certain nombre de projets pour lesquels le réseau a participé financièrement, là aussi avec des situations de trafic ou des espérances de recettes pas tout à fait au rendez-vous, parce qu'il fallait aider effectivement à avoir un réseau, à financer le réseau, notamment le réseau régional. En 91, l'Europe demande aux États de réduire le déficit ferroviaire, demande de reprendre la dette. L'Allemagne le fait intégralement. Pourquoi la France n'a-t-elle pas fait ce choix à ce moment-là? Parce qu'en France, on fait les choses par petits bouts. Donc effectivement, avec raison, vous parlez de l'exemple allemand qui est assez intéressant parce qu'ils ont décidé d'avoir une vision globale. En 1994, lors de la réunification, donc ils ont traité l'ensemble de la problématique du ferroviaire, de remettre à niveau un investissement massif sur les réseaux, une reprise de dette, comment considérer un corps social, comment faire en sorte qu'il y ait une transition justement entre ce qui était à l'époque des fonctionnaires et donc transformer en convention collective, avec là aussi un système assez intelligent où l'État compense finalement le différentiel de coûts entre le fonctionnaire, la trajectoire des coûts de fonctionnaire et donc de la nouvelle convention collective pour faire un système d'assouplissement, d'amortissement finalement un petit peu là aussi et du social et de l'économique. Avec effectivement avec des investissements majeurs et même encore aujourd'hui. Là, on a 9 milliards investis cette année avec un plan de 15 pour remettre, parce qu'ils ont rencontré des petites difficultés de régularité, pour remettre en état au réseau. Donc ils ont vraiment pensé avec en même temps la régionalisation avec le rôle majeur que l'on connaît des Länder, régionalisation que nous on a menée également, qui a eu des effets positifs, mais ils ont vraiment pensé global le rôle de chacun, qui finance l'AFRA, qui finance les opérateurs, quelle organisation, tout a été décliné. Aujourd'hui, la France n'a pas fait ce choix et la dette continue de s'alourdir. Elle s'alourdit d'année en année. Plus la dette augmente, plus les frais financiers gonflent. Comment on s'en sort? Mais une bonne idée qui avait été faite, c'était la règle d'or. C'était de dire, à un moment, on arrête de s'endetter, on essaie de responsabiliser. Le seul souci, c'est 1 ou 2 mois après la mise en place de la règle d'or, officialisation, on a commencé à la contourner avec une société de projet pour EOL, pour CDG. On commence déjà à faire quelques petites infractions à notre propre ligne de conduite. Donc c'est peut-être un problème de discipline, là aussi, peut-être un problème très français, où on s'empresse de détourner une règle dès qu'elle était mise. Donc il y a une vraie discipline, effectivement. Il y a peut-être un manque de pensée d'avenir du ferroviaire, où ça a plus été au service de manifestations magistrales, je veux mon TGV, je veux ma ligne, et peut-être un manque de pensée, de mobilité, un manque de vision sur au service de qui,
qu'est-ce qu'on veut faire du ferroviaire, le rôle de la grande vitesse dans l'aménagement du territoire, dans le tourisme, le rôle des transports de quotidien. On l'a bien vu dans le déséquilibre d'ailleurs entre ce qu'on appelle la grande vitesse et le transport du quotidien. Alors aujourd'hui, les syndicats ont décidé de boycotter la réunion qu'ils avaient, le rendez-vous avec Elisabeth Borne. Écoutez la ministre des Transports. Écoutez, moi, ma porte est toujours ouverte et je pense que la discussion, c'est la bonne méthode, quoi qu'il arrive. C'est comme ça qu'on défend l'intérêt des cheminots. Les cheminots se posent des questions, des réponses ont été apportées dans la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Maintenant, il y a des enjeux majeurs pour préciser le cadre social au niveau de la branche, pour préparer le nouveau pacte social au sein de la SNCF et tout ça se fera dans la concertation. On voit que les syndicats aujourd'hui ne veulent plus négocier qu'avec Édouard Philippe. Ils vont le rencontrer le 7 mai à Matignon. Quelle lecture faites-vous justement de cette reprise en main peut-être par le Premier ministre au détriment d'Elisabeth Borne? Écoutez, les discussions avec la ministre des Transports étaient effectivement sur comment réparer un peu cette précipitation de calendrier et de retrouver une articulation un peu intelligente entre la fin du statut et la convention collective, puisque lors du passage d'ouverture à la concurrence, donc du personnel cheminot passeront donc dans le privé et auront donc à trouver. Aujourd'hui, elle n'est pas finalisée cette convention collective. Donc, on était dans des discussions parfois qui avaient du mal justement à cranter en négociation et à avoir des avancées. Donc, on avait déjà cette difficulté-là, et on discutait notamment d'un schéma un peu intelligent sur ce sujet-là. Quand le lendemain, on n'apprend pas la presse, pas une dépêche AFP, l'annonce du Premier ministre, nous annonçons la fin de l'embauche au statut au 1er janvier 2020. Donc on a été quand même un petit peu bousculé par cette annonce. Et donc là, on a compris qu'il y avait peut-être deux chemins, où il y avait deux voix qui s'exprimaient, mais il y en avait une qui semblait un peu plus décisionnaire. Donc aujourd'hui, votre interlocuteur, c'est Édouard Philippe. On a entendu les syndicats unis qui vont appeler à une nouvelle journée de mobilisation à Paris en région le 3 mai. S'ils n'obtiennent pas gain de cause après leur entretien du 7 mai, il y aura une nouvelle journée sans cheminots le 14 mai. Là, c'est clairement, on met la pression sur le gouvernement. Mais là, on veut enfin arriver à quelque chose d'intelligent. Intelligent pour les cheminots, les salariés, mais aussi intelligent pour les usagers. Parce que là, tout le monde est pris dans une situation... En poursuivant la grève, c'est un processus intelligent selon vous? Mais on essaye de mettre des points. On n'a pas manqué de donner des points de rendez-vous. On en a donné beaucoup. Et justement, ce principe de grève de répété avec à chaque fois des points de rendez-vous, c'était offrir aussi au gouvernement la possibilité à chaque fois de cranter, de voir où on en était de nos avancées. Le gouvernement a fait le choix de ne pas jouer ce jeu-là de la négociation et de la discussion. Donc tout le monde est pris maintenant par un système un peu jusqu'au boutiste, puisque les revendications étaient telles du gouvernement actuel. Donc au gouvernement maintenant, effectivement, d'assumer sa responsabilité dans cette position-là. Et donc de savoir quel canot il souhaite utiliser, quelle position il fait vraiment avoir, et surtout quelle vision et quel devenir du ferroviaire pour quel avantage l'usager. Pour l'instant, on n'a strictement rien qui nous permet de dire que l'avantage usager sera présent, que le voyageur aura des trains davantage à l'heure. On n'a rien sur le financement du réseau, puisqu'au contraire, on a cette petite menace de reprise de dette sous échange de productivité, qui dit productivité du personnel en moins et peut-être du réseau en moins. Nous attendons des réponses là-dessus également. Eh bien, merci beaucoup Fanny Arav d'être venue sur ce plateau. Je vous remercie. C'est la fin d'une vieille tradition, la publication mensuelle de l'indicateur de Pôle emploi que le gouvernement ne souhaite plus commenter. Désormais, les chiffres du chômage sont publiés par trimestre et pour le début de l'année 2018, ils sont marqués par une baisse. Samia Dechir. C'est a priori une bonne nouvelle. D'après les chiffres publiés aujourd'hui, le chômage recule. En France métropolitaine, 6,2 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, étaient inscrits en moyenne à Pôle emploi au premier trimestre 2018, soit 0,6% de moins qu'au dernier trimestre 2017 et 0,1% de plus qu'il y a un an. Mieux, le nombre de chômeurs en catégorie A, sans aucune activité, a reculé de 1,4% en un an. Mais une autre réalité se cache derrière ces chiffres, celle d'une précarisation croissante du marché du travail. Le nombre de chômeurs en activité réduite courte, dite catégorie B, a progressé de 5,7% en un an. Celui des chômeurs en activité réduite longue, dite catégorie C, a lui augmenté de plus de 9%. Des chiffres qui contrastent avec ceux des embauches à la hausse. Au premier trimestre 2018, près d'1 million de CDI ont été créés, soit une hausse de 0,8% sur un trimestre, alors que le nombre d'embauches en CDD de plus d'un mois a lui diminué de 0,5%,
Et les projections pour l'année 2018 sont bonnes, avec plus de 2,3 millions de projets d'embauche en France. Et on retrouve Quentin Calmet pour une réaction à cette publication trimestrielle des chiffres du chômage avec Frédérique Espagnac, sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Frédérique Espagnac, sénatrice PS des Pyrénées-Atlantiques. Le taux de chômage a baissé au premier trimestre 2018 avec un nombre d'inscrits à Pôle emploi qui a diminué de moins 1%. C'est un bon chiffre, mais alors à qui est-il dû? Est-ce lié à la politique d'Emmanuel Macron ou à celle de François Hollande dont vous êtes proche? Écoutez, je pense que déjà c'est une très bonne nouvelle pour les Français, pour les demandeurs d'emploi. Et le fait, notamment, je le rappelle, que depuis 2015, notamment le chômage des jeunes baisse. La courbe s'est réellement inversée depuis 2015. On le voit encore puisque les chiffres sont très positifs pour les jeunes, donc on doit s'en féliciter tous autant qu'on est les uns les autres. C'est à la fois dû à la politique de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Je crois que les choses, elles se sont construites sur du long terme, les résultats arrivent maintenant. François Hollande l'avait dit, la courbe devait s'inverser, ça a mis du temps, plus de temps que prévu, et en même temps, depuis un an, il y a aussi un certain nombre de mesures qui ont été prises par Emmanuel Macron. La seule chose aujourd'hui, que ce soit l'un ou l'autre, ce qui est important, c'est de se dire, en tout cas vérifier que ce n'est pas de l'emploi précaire derrière qui est la conséquence de tout ça. Et donc, c'est l'autre réalité de ces chiffres, avec une hausse du nombre de chômeurs en activité réduite courte. C'est ça le problème, c'est peut-être que le fait que ces emplois créés, ce ne sont pas les emplois qui soient d'une bonne qualité, entre guillemets. Je crois qu'il faut aussi rappeler deux choses à la fois. C'est toujours très important de revenir, de remettre le pied dans l'emploi. Psychologiquement pour une personne, sur son estime d'elle-même, sur son travail au quotidien, sur le fait de pouvoir subvenir dans sa vie grâce au travail, avoir des ressources. Après, on le dit, et c'est ce que je souhaitais souligner, c'est que l'emploi précaire, on le connaît, et souvent, c'est quoi? C'est les femmes seules, avec enfants, c'est souvent, là aussi, des jeunes, ou des hommes, ou des femmes qui ont plus de 55 ans. Donc c'est là aussi où il faut travailler durablement pour des résultats concrets sur du long terme, mais aussi pour de l'emploi qui ne soit pas précaire. Alors le long terme, c'est justement ce sur quoi mise le gouvernement, avec des chiffres qui sont désormais publiés tous les 3 mois. Comment est-ce que vous interprétez cette façon de fonctionner avec les chiffres du chômage? Écoutez, vous savez bien que les chiffres du chômage chaque mois, c'était un moment médiatique qui est toujours difficile pour un gouvernement, on ne va pas se mentir. Donc, se donner un peu plus de champ, moi, j'ai pas envie de polémiquer sur ça. Moi, ce qui m'importe, c'est la réalité des résultats, se dire. Donc, c'est pour ça que je suis dans 1, c'est positif, mais 2, restons vigilants les uns et les autres sur le fait que cet emploi qui, justement, revient, ne doit pas être un emploi précaire. Oui, eh bien, merci beaucoup Frédérique Espagnac pour cette première réaction aux chiffres du chômage qui sont donc été publiés ce midi. Merci. Merci à vous, Quentin. On va continuer le débat en plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Sylvestre. Bonjour, merci d'être avec nous, journaliste, éditorialiste spécialisé des questions économiques. J'accueille également Bruno Ducoudray. Bonjour, vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, plus connu sous le nom d'OFCE. Raphaël Legendre est également avec nous. Bonjour, journaliste, éditorialiste à l'Opinion. Vous êtes en charge des questions de budget et de fiscalité. Jean-Marc Sylvestre, cette nouvelle méthode, cette publication des chiffres du chômage par trimestre, c'est une bonne idée selon vous? C'est une bonne idée. Oui, ça apaise le débat d'abord, parce qu'on n'en parle qu'une fois par trimestre. Mais ça risque de créer un autre débat, parce qu'il y a effectivement des partenaires qui vont se demander pourquoi on ne publie qu'une fois par trimestre. Ça permet de lisser un peu les données, et ça permet de prendre un peu de recul par rapport à la situation. C'est vrai que sur un mois, on a du mal à saisir la réalité de la situation. Là, sur un trimestre, la visibilité est un peu meilleure. C'est la fin d'une tradition politique française. Michel Sapin parlait de la cadence du tambour des galères, Raphaël Legendre. Oui, c'était la galère pour le gouvernement qui devait effectivement commenter chaque mois des chiffres assez volatiles, il faut bien le reconnaître effectivement, et qui n'avaient pas vraiment de sens d'un mois sur l'autre. C'est plutôt une bonne chose, effectivement, d'avoir maintenant une publication trimestrielle qui donne une tendance un peu plus solide. Et voilà, donc je pense que c'est plutôt bien, et c'est plus simple pour le gouvernement, en tout cas, ça c'est une certitude. Oui, d'un point de vue politique, c'est un bon choix, Bruno Ducoudray? Alors effectivement, nous, à l'OFCE, ça fait plusieurs années qu'on poussait dans ce sens-là, parce qu'effectivement, le commentaire mensuel des chiffres du chômage masquait finalement les tendances plus profondes du marché du travail. On a des chiffres de conjoncture économique en dur, c'est-à-dire le PIB, l'emploi, qui sont plutôt des données trimestrielles, et confrontés des données mensuelles
mensuelles à des données trimestrielles, ça a donné vraiment des difficultés d'interprétation et on sort vraiment de ça et c'est plutôt une bonne chose. Jean-Marc Sylvestre, vous estimez que ça permet un lissage, mais est-ce que ça donne pas libre cours à des interprétations différentes? Non, je crois que ça dépolitise un peu la question parce que la sortie mensuelle faisait que vous aviez toute une journée qui était piégée par l'analyse de ces débats. Comme techniquement, on n'avait pas forcément beaucoup de choses à dire, c'était appréhendé par le politique, par les partis politiques qui en faisaient un instrument de débat et de polémique. Et puis c'était stérile, ça stressait un peu la situation, ça ne reflétait pas la réalité. Non, je crois que sur un trimestre, on va visiblement voir exactement ce qui se passe. Si le premier trimestre marque une amélioration, c'est vrai, et comme dans le prolongement de la fin de l'année précédente, c'est quand même significatif. D'autant que on peut ensuite trimestre par trimestre faire des analyses secteur par secteur. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quels sont les secteurs qui ont des difficultés, d'autres qui n'en ont pas. Par tranche générationnelle également. Mais ça me paraît plus intéressant techniquement. On va sans doute dépolitiser, être moins politique, moins au sens un peu trivial du terme. Et un peu moins hystérique. Un peu moins hystérique, voilà. Posé. Voilà. Oui. Alors que j'accueille sur ce plateau Sabina Issenan. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en économie à l'université Rennes 2. Vous êtes chercheur associé au Centre d'études de l'emploi et du travail. Vous, quel regard portez-vous sur ce choix gouvernemental de ne plus publier les chiffres du chômage par mois, mais par trimestre? C'est un choix avant toute communication, puisque les chiffres sont disponibles de façon mensuelle dans le fichier historique de Pôle emploi. On a pourtant les chiffres du BIT, notamment issus de l'enquête emploi, qui est une enquête qui est non exhaustive. On aurait aimé encore les avoir mensuellement. Bruno Ducoudray, cette baisse ce trimestre alors est plutôt une bonne chose pour le gouvernement puisqu'elle représente 32 200 chômeurs en moins pour le premier trimestre 2018. Eh bien, on a envie de savoir si on doit féliciter, et c'est un peu le sens de la question que l'on posait à Frédéric Espagnac, est-ce qu'on doit féliciter François Hollande ou Emmanuel Macron pour ces chiffres? Alors, c'est de façon à peu près sûre, en tout cas, plutôt pas Emmanuel Macron, parce que les mesures qui ont été prises depuis qu'il est arrivé au pouvoir vont plutôt dans le sens de freiner la baisse du chômage. Je pense à la fin des plans de formation qui n'ont toujours pas pris de suite. On n'a pas de relais sur les plans de formation qui ont été annoncés. Donc ça va plutôt contribuer à augmenter les inscrits en catégorie A. Et puis, on a la forte baisse des contrats aidés qui a été actée à la moitié de l'année 2017 et qui s'est poursuivi tout au long du deuxième semestre et qui continue encore aujourd'hui. Et on le voit bien sur les chiffres publiés par Pôle emploi, on a une forte baisse des inscrits en catégorie E. La catégorie E inclut les personnes qui sont en contrat aidé. C'est une précarisation c'est plutôt une normalisation du marché du travail. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en période de croissance. On a eu 2% de croissance l'année dernière. C'est plutôt bien, dynamique. Ça suffit à créer de l'emploi et à créer davantage d'emplois que de nouveaux arrivants. À peu près 150 000 nouveaux entrants sur le marché de l'emploi chaque année. Donc il faut créer davantage que 150 000 postes pour que le chômage baisse. On est en période de croissance, donc il est normal que l'on réduise des contrats aidés extrêmement coûteux, assez précaires et qui débouchent assez rarement sur des postes au final. Tout comme le plan de formation qui avait été mis en place par François Hollande à la toute fin du quinquennat, effectivement, 500 000 chômeurs envoyés en formation pour une baisse, il faut bien le dire, assez artificielle du chômage en fin de quinquennat. On arrive sur quelque chose d'un peu plus structurel, d'une reprise de l'emploi plus structurelle, portée par la reprise de l'économie. C'est donc une dynamique qui est beaucoup plus pérenne et moins coûteuse niveau budget. Jean-Marc Sylvestre, Emmanuel Macron récolte finalement aussi un peu les fruits du précédent quinquennat? Oui, pour répondre à votre question précisément, moi je vois trois raisons. La première, c'est effectivement l'action du dernier quinquennat dans sa deuxième partie. Alors Macron va pouvoir dire qu'il va peut-être se souvenir qu'il était conseiller à l'Élysée et puis ministre à Bercy sur cette mesure-là. Je pense au CICE notamment qui a effectivement donné un petit coup de boost sur les créations d'emplois. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû s'empêcher de licencier dans la dernière partie du quinquennat et puis embaucher un peu avec le résultat de ce CICE qui a quand même été versé. La deuxième chose, c'est ce que dit mon confrère, c'est la conjoncture. Mais c'est pas la conjoncture française, c'est la conjoncture internationale. On a bénéficié des vents du large et on aurait d'ailleurs pu en bénéficier davantage si on avait été plus flexible et plus réactif. On est un peu en retard par rapport à nos voisins européens. Je crois qu'on est parmi les taux en termes de croissance et d'activité
pas très bon. L'Italie, je crois, a fait moins bon que nous, mais bon. Et puis la deuxième chose, c'est que je crois qu'il y a un effet Macron, et ça, faut lui rendre justice, c'est que l'incarnation qu'il fait de ce pays, le discours qu'il tient auprès des chefs d'entreprise et l'image qu'il porte, notamment auprès des investisseurs, a provoqué des anticipations. Et on a vu revenir un certain nombre d'investissements, de projets, et notamment dans l'industrie. C'est ça qui est intéressant. On a vu se réveiller un petit peu l'appareil industriel qu'on croyait complètement sclérosé, et complètement, pas sclérosé, mais anéanti. Il n'y avait plus d'industrie. On peut forger l'espoir qu'on va rebâtir une petite industrie. Donc maintenant, il faut voir, effectivement, parce qu'il y a un effet boomerang des mesures qu'il a prises qui vont provoquer un reflux des créations d'emplois, voir ce qui va se passer compte tenu des réformes structurelles quand elles vont véritablement se mettre en place. Sabine Aysenan, vous, quelle lecture faites-vous justement de cette baisse enregistrée au premier trimestre? Alors j'ai une lecture beaucoup moins optimiste. On a une baisse qui est très infime, de 1% pour les catégories A, mais l'avantage du fichier historique de Pôle emploi et des données qui sortent de ce fichier historique de Pôle emploi, qui sont les données administratives, c'est une réalité avec plus de 6 millions de demandeurs d'emploi, et ce sont notamment, et ce qui est vraiment problématique, toutes ces catégories B et C. Ces catégories B et C, elles ont augmenté. Elles ont augmenté depuis les années 90, leur nombre a triplé depuis les années 90, depuis la crise économique de 2008, leur nombre a doublé. Aujourd'hui, on a plus de 2 millions de personnes qui se situent entre l'emploi et le chômage, qui effectuent des petits emplois, qui rêvent d'un emploi stable, d'une position stabilisée dans le système d'emploi, d'obtenir un CDI, et qui effectuent des petits emplois, des emplois temporaires, de l'intérim, des emplois à temps partiel, des emplois déqualifiés. Or, toute cette population souhaiterait un emploi de qualité. Or, le problème aujourd'hui, c'est qu'en effet, on a un début de création d'emplois, mais en 2017, avec 268 000 créations d'emplois salariés, on est loin de fournir un emploi pérenne, un emploi de qualité, à plus de 6 millions de demandeurs d'emploi qui ne désirent que ça. Mais oui, c'est le bémol. Vous avez quand même la confrontation de deux phénomènes. Il y a celui que vous donnez, c'est vrai, 6 millions d'emplois qui sont des gens qui sont déclassés, qui ont été un peu laissés de côté par l'évolution digitale, la mondialisation, etc. Mais vous avez par ailleurs énormément d'entreprises qui crient parce qu'ils ne trouvent pas à embaucher. Vous avez dans le secteur du bâtiment qui est complètement asphyxié parce qu'il y a un certain nombre de chantiers qui, je pense notamment au Grand Paris, qui prend du retard aujourd'hui, qui est arrêté parce qu'ils ne trouvent pas à embaucher. Ils sont en pénurie de main-d'œuvre sur le bâtiment. On est en pénurie de main-d'œuvre sur l'industrie et notamment l'automobile. On est en pénurie de main-d'œuvre sur la restauration et sur l'hôtellerie et sur le tourisme. Si, je vous assure. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Sabine Aysenan. Je ne peux pas vous laisser dire ça. La question des emplois vacants, c'est une question qui est construite également. Aujourd'hui, on laisse penser que le chômeur est responsable de sa propre situation et qu'il n'accepte pas l'emploi qu'on lui propose. Or, l'évolution même de ces catégories B et C, leur évolution et leur croissance extrêmement importante, montre que les chômeurs, montre que les demandeurs d'emploi acceptent ces emplois, même s'ils sont moins bien payés que l'emploi qu'ils avaient auparavant, même si c'est éloigné de leur qualification. C'est pas une question de le vouloir ou pas. Aujourd'hui, les chiffres du ministère du Travail montrent que ces emplois dits vacants ou des emplois dits non occupés pendant un certain mois sont extrêmement faibles. On est loin de pouvoir offrir un emploi pérenne à 6 millions de demandeurs d'emploi aujourd'hui. Vous touchez là une spécificité française qui est l'ampleur de son chômage structurel. Ce sont des gens qui ne sont pas difficiles à recaser ou à reclasser dans des emplois traditionnels. C'est pour ça d'ailleurs que la loi formation a été faite, qu'il faut que ces gens repassent dans un système de formation s'ils en ont envie, et je pense qu'ils en ont envie. Bruno Ducoudray. Sur ces questions de tension sur le recrutement, il faut quand même un petit peu nuancer la situation, parce que quand on regarde les chiffres dans les enquêtes, on voit qu'effectivement, on a des tensions sur le recrutement qui ont augmenté, notamment dans l'industrie, notamment dans la construction, mais par contre, on n'est pas du tout à des points hauts comme on a pu être au début des années 2000 ou en 2007. Donc il reste encore du chemin avant de toucher le chômage structurel, sachant que d'ailleurs, quand on regarde les évolutions salariales et les tensions sur les prix, on n'en voit pas. Donc ça veut dire que les entreprises ont certes du mal à recruter, mais c'est souvent aussi parce qu'elles proposent des conditions d'emploi qui ne sont pas attractives, qui sont mal rémunérées, beaucoup de CDD, d'emplois saisonniers, de contrats d'intérim, et ça change. Effectivement, ce qu'on voit bien, c'est que les entreprises commencent à proposer plus de CDI pour essayer d'attirer les travailleurs, parce qu'elles voient bien que les conditions d'emploi qu'elles proposent ne permettent... Mais non, c'est le bémol, effectivement, cette précarisation effectivement, un peu le côté plus sombre de ces chiffres qu'ils ont publiés là. Les catégories A, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment dans l'emploi, les chômeurs sans emploi du tout, baissent, et ça c'est une bonne chose. Ce travail précaire, cette zone grise qu'on n'a pas qu'en France,
Hein, on voit le même système, les petits boulots en Allemagne, en Grande-Bretagne sont là, c'est clair. Ils augmentent et ils augmentent fortement, plus 160 000 en un an, c'est important. C'est peut-être dû d'une part aux entreprises, mais pas par une volonté de les maintenir dans une précarité. C'est-à-dire qu'il y a une structure autour du contrat d'emploi, des rigidités que Emmanuel Macron essaie de lever un peu avec les ordonnances. Mais les entreprises avaient jusqu'à présent peur d'embaucher en CDI et tous les 90% des emplois étaient en CDD, très clairement, ce qui favorise cette précarisation. Il y a autre chose, c'est le poids des charges qui pèsent sur nos entreprises. On l'a mentionné tout à l'heure, François Hollande, il a allégé de 40 milliards d'euros les charges qui pèsent sur les entreprises françaises. Après les avoir augmenté à peu près autant, hein. Donc à la fin du quinquennat, on arrive à un niveau à peu près stable. Mais les entreprises françaises, elles ont un niveau de cotisation et de charges qui est largement supérieur à celle de leurs confrères et concurrents européens. On est le pays qui est le plus taxé au monde. On a 70 milliards d'euros d'impôts de production, c'est-à-dire quel que soit votre résultat. C'est ça qui freine les embauches aujourd'hui en France, Sabina Isenan? Vous les payez en plus que les concurrents allemands. Sauf qu'en Allemagne, on a 5% de chômage et qu'en France, on en est encore à 9%. Et quand vous dites qu'on n'atteint pas tout à fait encore le niveau de chômage structurel, le FMI l'estime à 8,5. On n'est pas très loin, je crois qu'on est à 8,9 en ce moment. Et discuter avec beaucoup de patrons d'entreprises, ils rencontrent tous vraiment de grosses difficultés. Bruno Ducoudray, ensuite Sabina Isenan. Oui. Vous laissez penser que le chiffre du chômage structurel est un chiffre politique? Non, c'est pas un chiffre politique, c'est un chiffre, quand vous regardez les mesures du chômage structurel, elles évoluent avec la conjoncture. Oui, bien sûr. Quand le chômage augmente, le chômage structurel augmente. Quand le chômage baisse, le chômage structurel baisse. Donc l'évaluation aujourd'hui du FMI, de l'OCDE, du chômage structurel sera révisée dès lors qu'on aura une baisse du chômage qui va se poursuivre. Ils vont réviser à la baisse le chômage structurel et ça, c'est cohérent avec le fait qu'on ne voit pas aujourd'hui de tension sur les salaires ni sur l'inflation. Il y a un autre phénomène qu'on... Sabina Isenan, justement sur les raisons pour lesquelles justement, les entreprises n'embauchent pas, elles ont trop de charges? Non, alors si on va juste revenir sur les allègements généraux de cotisations sociales, il faut savoir que c'est une politique qui a été mise en place à de maintes reprises depuis les années 90. Donc aujourd'hui, avec le crédit impôt compétitivité emploi sur les bas salaires, en effet, sur le crédit impôt compétitivité emploi et les allègements généraux, donc on arrive à environ 40 milliards d'euros. On est loin des 1 million d'emplois voulus et vendus par notre cher président du MEDEF. Les évaluations qui sont menées, en tout cas sur le CICE, le début des évaluations montrent que ça n'a quasiment pas créé d'emplois. Donc les allègements généraux de cotisations sociales ne fonctionnent pas. Les allègements généraux de cotisations sociales ne fonctionnent pas, ne permettent pas de créer des emplois. La question du coût du travail est un faux problème. C'est toujours laisser penser que le problème, ça serait un coût du travail, que le problème du chômage ne se résumerait soit à un problème de chômage volontaire où il faudrait contrôler les chômeurs, comme ce qui se passe actuellement. On veut sanctionner les chômeurs, on veut leur demander un carnet de bord pour contrôler leur recherche active d'emploi. Donc on laisse penser que le problème, c'est le chômeur lui-même, ou de l'autre côté, on laisse penser que le problème, c'est le coût du travail, ce que certains appellent les charges, mais moi j'appelle ça les cotisations sociales, ce qui nous permet à tous, aujourd'hui, de se soigner, d'avoir une retraite, d'avoir une assurance chômage. Et cette assurance chômage, et notamment... cette assurance chômage, je ne vous laisse pas dire ça. Cette assurance chômage, c'est ce qui a permis notamment à la France de sortir de cette crise économique. C'est ce qui a permis de maintenir la consommation, de maintenir la demande, et c'est ce qui permet à chaque Français aujourd'hui de maintenir son niveau de vie. Parler des emplois précaires, je voudrais aussi qu'on parle... Je rebondis là-dessus, simplement, on est à un niveau de prélèvement obligatoire en France largement supérieur à tous nos voisins européens et mondiaux. La France est le pays le plus taxé au monde et on ne peut pas dire que ces cotisations salariales n'ont pas d'impact sur la compétitivité des entreprises françaises. On a un déficit commercial de 60 milliards d'euros qui pèse chaque année sur la croissance française et sur l'emploi aussi. Les cotisations salariales sociales sont bien évidemment indispensable. On est simplement peut-être à un niveau, si on se compare à nos voisins européens, un peu supérieur et il s'agit simplement de ramener la France dans la moyenne européenne. Jean-Marc Sylvestre, et puis après on va avancer dans le débat. Je veux simplement dire, moi je vois pas mal de chefs d'entreprise comme vous sûrement, je n'en ai pas encore rencontré un qui me dise je ne vais pas embaucher exprès. J'ai plaisir à ne pas embaucher. C'est-à-dire que je rencontre des gens qui ont envie d'embaucher, ont envie de faire du business, ont envie d'activité, et que la seule chose qu'ils demandent, c'est de pouvoir se développer. Et ce sur quoi ils butent aujourd'hui, c'est effectivement des embauches qui correspondent aux besoins qu'ils peuvent avoir. Mais Bruno Ducoudray, on a parlé de la précarisation de l'emploi. Vous parlez, qui disent non, j'embauche pas, ou alors en CDD ou des petits jobs, etc. Il faudrait aussi qu'on parle de cette question des chômeurs de longue durée, puisque c'est l'autre bémol qui ressort de ces premiers chiffres
chiffres trimestriels? Alors, mais ça va tout à fait, ça rejoint la question des emplois précaires, c'est-à-dire que vous avez une augmentation des inscrits en catégorie A, B et C, et il le reste inscrit de plus en plus longtemps, mais ça c'est lié au fait que vous avez des créations d'emplois qui sont massivement des CDD, des petits boulots, des personnes qui vont enchaîner des contrats de quelques jours et qui du coup restent inscrites à Pôle emploi. C'est pas des chômeurs au sens de l'INSEE, au sens du Bureau international du travail, parce que c'est des personnes qui ont des emplois précaires. Mais il faut élargir peut-être un petit peu la vision et se dire qu'effectivement ces personnes-là, elles sont obligées de rester inscrites à Pôle emploi parce qu'elles complètent leurs revenus avec les allocations chômage via le système des droits rechargeables. Et finalement, la reprise aujourd'hui ne leur profite pas vraiment parce qu'elles n'arrivent pas à sortir durablement d'une situation de chômage et de précarité. Et donc ça, on attend encore. On dit, voilà, les entreprises recrutent, n'arrivent pas à recruter parce qu'elles n'ont pas les compétences. Mais que fait le gouvernement? Où est le plan de formation? On attend toujours la montée en charge de ce plan de formation. On dit, voilà, bien sûr, mais on a des emplois précaires. Mais d'un autre côté, on dit, bah voilà, on supprime les contrats aidés, mais les contrats aidés justement sont orientés vers des personnes qui sont en précarité. Et donc, finalement, on augmente leur précarité. On leur donne pas de solution pour le moment. Est-ce qu'elles vont vraiment bénéficier du plan de formation, sachant qu'on va faire des droits individualisables? Est-ce qu'elles vont se saisir de ce mécanisme-là qui sera peut-être compliqué pour un certain nombre de gens? Est-ce qu'il n'y aura pas moins de recours? Donc toutes ces questions se posent. Aujourd'hui, est-ce qu'on favorise l'accès au marché du travail de ces personnes-là? Moi, j'en suis pas persuadé. On en saura peut-être effectivement un peu plus vendredi, Raphaël Legendre. Oui, on met 35 milliards d'euros sur la table chaque année pour la formation professionnelle, effectivement, et ça ne bouge absolument pas le niveau du chômage. Pourquoi? Parce que tout cet argent part dans des formations de gens qui sont déjà dans l'emploi pour la plupart, déjà formés et assez peu au chômage. On a un gros problème structurel en France. On a 2 millions de ce qui s'appelle des NEET, c'est-à-dire des gens sans formation, ceux qui ne sont ni dans l'emploi, ni en formation, ni diplômés. Le cœur de l'action gouvernementale doit porter sur ces gens-là qui sont difficilement aujourd'hui assimilables dans le monde du travail. Alors, on attend le plan formation-emploi effectivement en Conseil des ministres ce vendredi. C'est un sujet important qui a été porté par Emmanuel Macron pendant la campagne. C'est le sujet de la compétitivité hors coût de la France. On a parlé de la compétitivité coût avec les charges. Il y a un autre déficit très important sur la compétitivité hors coût, c'est-à-dire la qualification des salariés français. Et là, il y a un très gros chantier qui attend le gouvernement. Jean-Marc Sylvestre, on a commencé ce débat justement par cette nouvelle publication trimestrielle des chiffres du chômage. Est-ce que ça va permettre au gouvernement d'affiner justement ses politiques publiques en matière de lutte contre le chômage, d'avoir des tendances plus lisses? Ça va le conforter dans l'idée qu'il faut qu'il aille assez vite sur le plan de formation et sur les mesures de restructuration de la formation. Mais tout l'aspect hors coût est très important, je crois, et tout le discours qui consiste à améliorer l'écosystème de l'entreprise pour qu'il puisse développer une politique d'offre au niveau des produits, c'est important. Moi, je dis toujours qu'en Allemagne, franchement, quand le monde entier achète des voitures allemandes, c'est pas parce qu'elles sont moins chères. Hein. Il y a une autre raison. Hein. Quand le monde entier achète de l'industrie, parce qu'on a des industries qui marchent très bien en France, comme les industries de luxe, Kering, c'est pas parce que c'est moins cher, c'est parce qu'il y a autre chose. Il y a de l'offre là-dedans, il y a une histoire, il y a de la valeur, il y a du travail, il y a de la richesse. Bon, c'est tout cet aspect-là qu'il va falloir développer, pas seulement dans ces deux industries-là, mais dans les autres. L'automobile a d'ailleurs fait beaucoup de progrès dans ce sens-là. Si l'automobile française fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui, je pense à Renault et à PSA, c'est bien parce qu'ils ont amélioré leur offre. Sabina Isenan, c'est une publication trimestrielle, ça va changer l'approche du gouvernement en matière de lutte contre le chômage selon vous? Tout le monde se ravit ici de ces chiffres du chômage qui viennent de sortir de Pôle emploi. Mais en effet, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'augmentation du chômage de longue durée, c'est l'augmentation des catégories B et C chez les 50 ans et plus. Les 50 ans et plus qui ont vu, lors de la dernière convention d'assurance chômage, leur durée d'indemnisation nettement baisser. On a eu une réforme qui a fortement impacté la durée d'indemnisation. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que personne ne s'interroge sur la prise en charge de ce risque chômage. C'est que fait-on pour ces chômeurs qui se retrouvent sans revenus? La question, c'est également le taux de couverture. Le taux de couverture, c'est-à-dire la part des demandeurs d'emploi qui sont indemnisés. Aujourd'hui, on a moins de la moitié de demandeurs d'emploi aujourd'hui qui sont indemnisés. Personne ne se pose la question de cette prise en charge du risque chômage. Et il faut vraiment s'interroger sur comment faire en France pour mieux prendre en charge ce risque chômage. Bruno Ducoudray, on arrive au terme de ce débat. Est-ce que ça va influencer l'approche du gouvernement, ces nouvelles données, ces nouvelles tendances? Je pense effectivement que ça va certainement l'influencer parce que, comme vous le disiez, il y a une forme d'apaisement sur le débat. Mais par contre, il y a des choses qui ne vont pas changer. C'est-à-dire qu'on aura toujours la question de savoir est-ce qu'on va faire des plans de formation pour former les chômeurs ou pour faire baisser la catégorie A? Quel est l'impact des contrats aidés sur les inscrits en catégorie A, etc. Comment on gère
gère la précarité. Ces questions-là se posent toujours. Et il y a quelque part un petit peu une orientation du gouvernement qu'on a du mal à comprendre, parce que d'un côté, on nous dit des plans de formation, il faut monter en compétences, etc. Et puis de l'autre, on nous dit on va renforcer les allègements de charges sur les bas salaires. Alors, comment on met tout ça en cohérence? Est-ce qu'on favorise l'emploi des bas salaires ou est-ce qu'on les fait monter en compétences? Comment on fait? Eh bien, merci pour offrir un emploi de qualité. Merci à vous quatre d'être venus sur ce plateau pour cet éclairage et commenter ces premiers chiffres trimestriels du chômage. Avant de refermer cette édition, cette image d'Emmanuel Macron qui s'exprime devant le Congrès aux États-Unis, le chef de l'État a été chaudement applaudi pendant 3 minutes. Il peut exposer cette fois, sans Donald Trump, sa propre vision du monde et il a appelé au renforcement des relations avec les États-Unis. On l'écoute. Il nous faut structurer ensemble nos réponses aux défis mondiaux qui pèsent contre nous. La seule possibilité est donc de renforcer notre coopération. Nous pouvons construire un ordre mondial du XXIe siècle sur la base d'une nouvelle forme de multilatéralisme, sur des approches plus efficaces, fondées avant tout sur les résultats. Un multilatéralisme fort, en effet. Plus que jamais, la participation des États-Unis est nécessaire. Votre rôle a été clé dans la création et la protection du monde libre tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce sont les États-Unis qui ont inventé ce multilatéralisme. Maintenant, c'est vous qui devez agir pour le préserver et le réinventer. On va retrouver Quentin Calmet avec les sénateurs de La République En Marche qui représentent les Français de l'étranger, Richard Yung, pour une réaction à ce discours d'Emmanuel Macron. Bonjour Richard Yung, merci de répondre à nos questions. Vous êtes sénateur La République En Marche des Français établis hors de France. Eh bien, quelle est votre réaction à cette déclaration de Emmanuel Macron et de Donald Trump qui ont annoncé qu'ils allaient travailler ensemble à un nouvel accord sur le nucléaire iranien? Oui, j'ai vu la déclaration. Je me réjouis qu'il y ait une certaine convergence de vues. Maintenant, la difficulté, c'est de savoir ce qu'on va mettre dans le nouvel accord. Puisque, si j'ai bien compris, ça sera un accord beaucoup plus large que le premier accord. Il a fallu 12 ans pour négocier le premier accord, donc espérons qu'il faudra moins pour le nouvel accord. Et puis, évidemment, l'autre volet, l'autre aspect, c'est de savoir ce que les Iraniens, éventuellement les Russes, pensent de tout ça. Parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour renégocier. Parmi les signataires du précédent accord, il y avait aussi l'Allemagne. Dans ce dossier, la France a agi un petit peu sans son allié allemand. Qu'est-ce que vous en pensez de cette action-là diplomatique? C'est peut-être un retour de volet, comme on dit au tennis, sur les problèmes de commerce extérieur, où les Allemands ont été les premiers à se précipiter à Washington pour discuter avec... voilà. Je pense que c'est pas bien grave, ça. Est-ce qu'il y a un glissement qui est en train de s'opérer sur notre politique en matière de diplomatie? Est-ce qu'on est en train de changer diamétralement de perspective diplomatique? Non, je crois pas. Je crois que nous, en fait, on souhaiterait, je pense que c'est la ligne gouvernementale, rester avec l'accord qui a été négocié en 2015. À partir du moment où il est remis en cause et où les États-Unis signifient qu'ils veulent se retirer, on cherche une solution, parce que c'est sûr que si les États-Unis se retirent de cet accord-là, il perd un petit peu de sa validité. Donc on cherche une sortie, mais évidemment, c'est pas facile. L'Union européenne a aussi réagi par la voix de Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne. Elle a appelé à préserver l'accord de juillet 2015. C'est difficile, cette annonce, notamment par le président Macron, elle déstabilise pas mal de nos partenaires. Oui, je comprends. Moi-même, j'hésite un peu. Je comprends le souci et la volonté du président de trouver une sortie. Mais voilà, qu'est-ce qu'on met dedans? Avec qui on négocie? Une question plus générale sur la visite d'État d'Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'il a surjoué ainsi l'amitié avec le président Trump alors qu'il y a de grandes différences dans leur vision du monde? Oui, ça c'est sûr qu'il y a des différences dans leur vision du monde. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il a surjoué cette amitié? Moi, je me rends pas bien compte. En matière de diplomatie, il y a différents degrés.
eux, ils ont un degré assez élevé comment dirais-je, de manifestation d'amitié. Après tout, ça fait pas de mal. On sait que ça résout pas les problèmes de fond en même temps, mais en même temps, c'est bien que la France et les États-Unis s'entendent bien, que les présidents s'entendent bien. Le bilan est positif selon vous sur ces 3 jours de visite d'État ? Écoutez, j'attends la fin, puisqu'il doit parler en ce moment même au Congrès américain, je verrai ce qu'il dit, parce que, bon, sur les histoires de tarifs sur l'acier et l'aluminium, on n'a pas entendu parler, donc j'attends un peu pour faire un bilan. Voilà, Richard Yung qui est encore dans l'attente de toutes les déclarations de cette visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington. Merci Quentin pour cette réaction. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire, c'est à 18h30. On va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Elle reviendra justement sur le discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès aux États-Unis. Très bonne fin de soirée à tous.